Donc, Céline Noguera va nous parler de ses activités, lesquelles activités sont de nature à faciliter la confiance en soi, le bien-être, qui, à mon avis, est aussi un élément de l'intégration, de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Je dirais même que c'est un préalable. Vous savez, quand une personne est en arrêt, en long chômage, il faut un certain temps avant qu'elle puisse se remettre au travail. Donc, cette dimension, nous avons voulu la traiter également. Tout ce qui relève de l'activité culturelle, de loisirs, de repos, etc. À vous, chère madame. Merci Pierre. Merci beaucoup de cette invitation, Pierre. Merci de cette opportunité de vous parler de ce que je fais, d'où je viens. Effectivement, j'entends depuis ce matin plein de choses très intenses sur cette question du handicap, des personnes handicapées en situation de handicap, en situation de... ça fait 20 ans que je travaille sur les corps et ça fait 20 ans que je parle de corps vulnérabilisés. Vulnérabilisés, je crois qu'aujourd'hui, mon travail consiste à recueillir la parole des corps vulnérabilisés. Donc que ce soit mon travail de metteuse en scène, d'écrivaine, de coach, d'interprète, sachant que quand je parle d'interprète, en tout cas ici, je dirais qu'un interprète, c'est quelqu'un qui a le désir de s'exprimer, qu'il soit professionnel ou non professionnel. Il vient dans un corps et ce corps porte des séquelles. C'est en tant que territoire que je parle du corps. En général, j'aime à parler de mon travail ou à le définir avec le Caravage. Et plus particulièrement, l'incrédulité de saint Thomas. Est-ce que vous connaissez ce tableau que j'aurais aimé vous montrer, mais nous ne pouvons pas. Ce tableau de saint Thomas, c'est Jésus qui prend la main de saint Thomas, il veut lui montrer sa plaie. Il ne se contente pas de lui montrer sa plaie, il prend sa main, il dirige sa main et son doigt et l'enfonce dans la plaie. C'est ainsi en général que je définis mon travail. C'est-à-dire que je scrute dans les corps, je scrute la matière, j'essaie de définir de quoi la matière de chacun et de chacune est faite. Et qu'est-ce qui est caché dans ces corps? Qu'est-ce qui s'y cache de désir et qu'est-ce qui s'y cache de plaie? Qu'est-ce que cette plaie dit? À la fois dans la couleur de sa détresse, mais également dans la source des coups. D'où viennent ces coups? Donc c'est par le Caravage. Et pourquoi cette obsession de la plaie? Je dois faire une loupe sur mon propre territoire et parler vite fait de mes racines. On parlait à la pause déjeuner de nos exils et nos racines d'exilés. Je suis fille d'exilés portugais. Et il se trouve que mes parents, portugais, ne parlaient pas le portugais à la maison. À l'époque, il fallait renier sa langue maternelle pour être inclus, pour s'intégrer. Et en revanche, entre eux, ils parlaient portugais. Et donc, mes sœurs, visiblement, ça ne les embêtait pas trop, mais moi, j'ai développé cette obsession parce que je voulais absolument savoir ce qu'ils disaient. Et je devais comprendre cette langue qui m'était inaccessible. Alors, j'ai développé une obsession du non-dit, l'obsession du corps, du non-verbal, et de regarder tous les petits détails qui s'expriment dans le corps, dans la respiration, dans les yeux, dans le rythme, les gestes, pour comprendre ce qu'il disait. Il se trouve que je suis également, malheureusement puis heureusement finalement, dans ma trajectoire, survivante de violences physiques et sexuelles. Et j'ai développé, comme c'est souvent le cas chez les victimes, une sorte de lecture à la loupe des événements, c'est-à-dire de l'intention avant qu'elle se manifeste en action. C'est un instinct de survie, c'est un instinct de protection, et j'en ai fait ma propre résilience en transposant tout cela au plateau et en faisant ma lecture des corps
Et pourquoi une lecture de ces corps-là? Pourquoi la lecture de la plaie? Justement, pour la mettre à distance, la mettre au plateau, en lumière, et nous permettre, nous, toutes et tous interprètes que nous sommes, de pouvoir dépasser, de pouvoir l'exprimer, mais aussi permettre au public de regarder ces choses-là à distance et de pouvoir aussi en être délivré, s'y reconnaître, pourquoi pas, et en être délivré, ou s'en délivrer. Et donc, aujourd'hui, je suis metteuse en scène, je disais, j'écris et j'accompagne différents publics. Au départ, ce sont des ateliers de théâtre. Donc, il y a 20 ans, ça s'appelait sensibilisation au théâtre. Et puis, tous les 2-3 ans, on a des terminologies nouvelles. Aujourd'hui, on a du théâtre appliqué, c'est-à-dire comment on va donner le théâtre à d'autres personnes que des artistes. Et il se trouve que donc j'ai démarré avec les publics scolaires, d'abord dans des zones d'éducation prioritaire, des publics que l'on dit toujours défavorisés, précaires, parfois illettrés, en démarrant là où j'ai été formée, c'est-à-dire au studio Stella Adler à New York, qui avaient et qui ont toujours, moi je l'ai découvert il y a 20 ans, un programme, le Outreach Program, qui est en fait un programme de théâtre à destination des publics non professionnels et de préférence défavorisés. Et ce que je fais en réalité, c'est que j'utilise tous les outils que je vais utiliser, que ce soit le théâtre, danse, pratique somatique, écriture. C'est pour me permettre de mieux sonder les corps, de mieux faire parler les corps, de mieux donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas en général d'exprimer les émotions enfouies. Et les émotions enfouies, qu'on le veuille ou non, à cet endroit on est tous et toutes identiques. Les émotions sont contraintes dès l'âge de 6 ans à partir de l'entrée à l'école. C'est les premiers vivre ensemble qui vont nous contraindre. Alors la technique Alexander, le yoga, les pratiques somatiques permettent et de comprendre ces phénomènes-là de contrainte et de pression dans les différents endroits du corps et permettre surtout de s'en délivrer. Et donc je passe par cette pratique-là, donc des outils de yoga, des outils de technique Alexander ou de BMC, Body Mind Centering, pour essayer de voir dans la posture des participantes et participants les bagages. Je parlais tout à l'heure des traces que l'on porte dans le corps, les bagages émotionnels, affectifs, les traces, les séquelles. L'anthropologue Rita Segato parle de signature, c'est-à-dire ce que l'on porte dans le corps et qui donne à voir le système sociétal, les intentions d'un système sociétal dans lequel on vit. Et donc, je vais travailler sur le ventre. Donc, je vais travailler la respiration ventrale, mais aussi la projection vocale. Pourquoi? Parce que c'est dans le ventre que se logent toutes nos émotions et c'est là qu'elles vont être contraintes en premier lieu, comme je le disais, à l'école. Ça va être de toute façon le corps qui est régi par de nouvelles lois. Il faut ranger le corps, il faut le discipliner, il faut le ranger pour qu'il puisse vivre en harmonie ou tout simplement en micro-société dans la classe. De nouvelles lois qui tendent à le dresser, à le ranger, et puis surtout à ranger également ces manifestations spontanées, ces manifestations organiques, physiques, d'émotions. Et dès lors qu'on dit à l'enfant, qu'on nous a dit, et pour tout le monde pareil, de ne pas exprimer spontanément, alors le corps, qui est très intelligent, va comprendre qu'il faut non seulement ranger les manifestations organiques, mais donc ce qui régit ces manifestations organiques, ce qui les provoque, à savoir les émotions. Et donc c'est là que ce soit un corps professionnel, d'artiste professionnel ou non professionnel,
je travaillerai tout le temps et je travaille systématiquement avec ces corps qui, dès l'âge de 6 ans, sont contraints, opprimés, vulnérabilisés, et ça commence en général par le ventre. D'où le travail somatique, le travail vocal. Et puis ensuite, il y a les techniques d'interprétation ou d'improvisation que j'utilise. Donc en suivant les techniques de yoga, j'utilise énormément les techniques du Lucid Body, qui est un centre à New York développé par la chorégraphe Faye Simpson, qui travaille sur les centres énergétiques, communément appelés chakras, mais qui vont définir des lieux dans le corps d'expression de certaines émotions. Et donc, qu'ils soient contraints ou en excès d'expression, ces zones du corps vont provoquer des types de comportements, des types de gestuels, des types, des choix de vie, des choix de relationnel. C'est ce que je m'emploie aussi à disséquer pour mieux le mettre en lumière au plateau ou l'écrire en pièces. Quand je dis en pièces, c'est aussi en écriture de soi, ce que j'appelle l'écriture de soi, c'est-à-dire que dans les ateliers que je vais mener, surtout avec les non-professionnels, j'utilise donc l'histoire personnelle à travers ces outils-là pour pouvoir les excaver ces plaies, ces blessures. C'est-à-dire que les joies, on a plus facilement l'occasion d'en parler et on en parle surtout plus volontiers. Le reste, on en parle moins volontiers. Donc, c'est pour ça que je dis excaver. Donc, on va excaver, mais aussi, il s'agit ensuite de trouver à la fois la gestuelle, le comportement adéquat, approprié, mais aussi les mots appropriés pour en parler. Et c'est une écriture de soi qui, en général, va se traduire par l'écriture d'un monologue, voire de scènes que les protagonistes improvisés vont pouvoir restituer, jouer, prendre à bras le corps. Je vais utiliser les techniques de Stanislavski, portées par donc l'américaine Stella Adler, qui a utilisé surtout tout le champ de ce qu'on appelle l'action psychophysique. L'action psychophysique qui est, dans ce que reprend le langage non verbal, tout ce que le corps dit que les mots ne prennent pas à charge. Tout ce que le corps dit et qui trahit un désir caché, une intention cachée. Pas forcément de façon maligne, mais tous nos mots décèlent derrière nos mots, et d'ailleurs la voix, notre voix, la façon dont vibre notre voix est aussi un marqueur d'une intention cachée ou plus ou moins cachée, et puis de toute une histoire. Et donc Stella Adler, passant par la méthode ou plutôt le système Stanislavski, s'attache à décortiquer tous ces rouages et les liens de cause à effet entre l'utilisation d'un mot et mes objectifs, ou entre mon passé, mon histoire, mon éducation et mes choix actuels. Et c'est ce que l'on va décortiquer aussi avec les participantes et les participants. L'improvisation structurée avec une thématique. Et alors l'improvisation, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'on peut prendre une thématique. J'aime beaucoup, moi, mêler l'improvisation structurée d'une thématique, c'est-à-dire c'est ouvert et on va parler d'une thématique. On lance un mot et on va en parler librement. À cela, je préfère et j'aime l'apport de la danse contact. La danse contact, qui est la contact improvisation, née des années 70 aux États-Unis, notamment avec Trisha Brown, qui continue encore avec son studio. Contact improvisation, c'est en fait faire l'expérience et explorer les lois de la physique et les relations que nous entretenons, que notre corps entretient avec l'espace et avec le temps. Donc notre rapport au rythme, notre rapport au corps, notre rapport à notre propre corps et le corps des autres. Et donc ça aussi, la danse contact avec l'improvisation, c'est quelque chose que j'utilise énormément, que ce soit avec les professionnels ou les non professionnels, parce qu'à partir de là, tu parlais, Pierre, tout à l'heure de confiance, c'est-à-dire c'est le préalable. Alors, il y a toujours des préalables. Je dis toujours, non, en premier, c'est ça, mais en fait, en premier, c'est ça, mais en fait, en premier. Donc, je peux dire au commencement était le ventre, mais au commencement, il y a soit qu'est-ce que j'écoute de moi, qu'est-ce que mon corps, quand il touche, qu'est-ce qu'il vit,
quelle émotion surgit. Et c'est toute une zone d'exploration qui passe par l'improvisation, qui va redéfinir l'expérience de chacune et de chacun, mais qui va aussi redéfinir l'expérience de la rencontre avec l'autre. Et donc c'est pour ça que j'utilise le terme de authentique. Donc je sonde le ventre pour aller chercher la voix de chacun, la voix authentique. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre authentique? Qu'est-ce que c'est qu'un regard authentique? Et donc toutes ces notions que l'on prend pour acquis au quotidien, ce sont les notions que l'on va redéfinir dans mes ateliers. Les types de regard, les types de distance, et qui vont aussi définir forcément les lieux du consentement ou du non-consentement. Les zones, je parlais de territoire tout à l'heure, le corps en tant que territoire, à quel endroit il est zone sinistrée parfois, à quel endroit il est voie interdite, à quel endroit il est entrée bienvenue. Et c'est toutes ces directions, ces rivières, ces zones, comme Barthes parle de points exquis, je parle de points sensibles. Et donc, on va faire la cartographie des points sensibles de l'individu pour qu'il d'abord se réidentifie, se réapproprie son propre corps, ses propres émotions, et qu'il ensuite accepte, assume de pouvoir les mettre en action, les mettre en mots, et donc se réconcilier à nouveau avec à la fois ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et puis, éduquer le regardant, qu'on appelle nous les publics. C'est-à-dire, quand les protagonistes font l'expérience des ateliers, ils sont aussi regard critique. Ils sont aussi invités à dire ce qu'ils voient, comment ils le voient, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui attire l'attention. Et là, évidemment, interviennent toutes ces notions de jugement, de rejet, de résistance à ce qui est vu, dit, entendu. Et c'est cela aussi que l'on va décortiquer pour mieux assumer le regard de l'autre sur soi, pour mieux assumer sa place, son corps à l'intérieur d'un groupe, dans un espace, pour mieux définir sa place et ses choix et éventuellement en créer de nouveaux. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Eh bien, on a atteint là, à cet instant, les 15 minutes sont passées. Et ben voilà, c'est beau, hein. Donc il y aurait plein de choses d'autres à dire, évidemment. Juste peut-être, je termine avec le fait justement que ces ateliers-là ont attiré l'attention de. Donc moi, je suis de Toulouse. La compagnie Innocentia Inviolata, ça s'invente pas, Innocence Inviolée, est basée à Toulouse depuis 20 ans. Et tous ces ateliers-là ont attiré l'attention au fur et à mesure donc de la ville de Toulouse et précisément la mission égalité femmes-hommes. Et la compagnie Innocentia Inviolata est à présent association référente dans l'accompagnement des publics vulnérabilisés. Merci, c'était très intéressant. Merci. On pourrait ne pas se lasser et se laisser emporter. Même pas. C'est là. Bon, béatement. Bon, je vais donner la parole à Arnaud de Volontas et à Anne Patru. Ils vont parler avec une très grande proximité l'un de l'autre. Nous sommes très chers, j'aimerais être très proche. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes la compagnie Théâtre d'Art. Cette compagnie est basée dans les Pyrénées-Orientales. Elle a aujourd'hui un peu plus de 24 ans d'existence grâce à Arnaud qui est à mes côtés. À ce jour, elle compte à peu près une 50aine d'artistes et techniciens. Et depuis 3 ans, donc elle a et aura et a déjà eu vocation de créer et de diffuser des spectacles pluridisciplinaires où le théâtre, le chant et la danse prennent une part majeure et que les artistes traversent toutes ces disciplines à la fois
sans pour autant que ce soit acté dans de la comédie musicale, mais bien dans une forme de spectacle identifié. Et depuis 3 ans, la compagnie travaille avec les AT de Sorède. Elle a mis en place, elle a créé il y a déjà 3 ans, un spectacle qui s'appelait Dessine-moi un mouton, une adaptation évidemment de Saint-Exupéry, qu'Arnaud a écrite et mise en scène, ce qui leur a valu le grand privilège d'aller le jouer au carrousel du Louvre devant 1000 personnes. Donc ça représentait, si mes souvenirs sont bons, 7 personnes de l'ESAT face à un public de 1000. C'était des jolies conditions de représentation artistique, professionnelle. Le track était à son comble. Puis Arnaud a rencontré Bernard à Avignon, et chorégraphe, notamment du gala que vous avez vu, Together Gala. Voilà. Avec eux que je travaille du coup pour le prochain projet. Voilà. Et depuis cette année, nous travaillons aussi avec le service d'accueil de jour de Alfred Sauvy de Bonpass, un petit village dans les Pyrénées orientales. Et on reprend Saint-Exupéry comme moteur de travail, mais c'est surtout qu'on continue ce travail de développement, j'ai envie de dire, personnel, émotionnel, sensoriel, puisque nous travaillons avec des personnes porteuses de handicap, plus ou moins lourds en fonction des centres d'accueil dans lesquels nous sommes. Voilà. Fort de cette expérience-là, c'est apparu comme une évidence à Arnaud de faire un nouveau projet, encore plus ambitieux, où là, tout d'un coup, l'inclusion, au sens noble, prenait tout son sens. Je te laisse le présenter. Oui. Déjà, je voulais déjà remercier. Ouais, pardon. Je l'embrasse, donc quand même pas. Non. Ah, d'accord. Après le programme. Du coup, je voulais remercier toutes les interventions que j'ai eues, particulièrement celle d'Alain, parce que bon, c'était pas prévu là. C'est ce que je vais dire parce que c'est pas dans mon déroulé. Mais il se trouve que je suis 10, je ne le dis pas, je le cache depuis depuis toujours, parce que je fais un métier justement où je suis obligé de le cacher. Enfin, je suis pas obligé. Là, je me dis de toute façon, pour moi, c'est un point d'inflexion aujourd'hui. Donc, si je suis un peu en émotion, vous m'excuserez, mais ça représente beaucoup de choses de ce que ça a réveillé. Mais c'est vrai que de part de mon amour du mot et de la littérature et de mon travail d'auteur, de metteur en scène, être 10, je ne l'explique pas. Voilà ce que c'est. Et du coup, par rapport à ce que je côtoie comme dans le monde des théâtreux, notamment à la DRAC, notamment, enfin, tout le monde connaît tous les circuits là-dessus, c'est quelque chose dont je ne fais pas état. Donc je fais par des tournements de mon cerveau pour dissimuler tout ça, et je travaille un petit peu en catimini, en cachette, je dirais, tout mon travail d'artiste. Et après, dans un petit groupe, ils savent, ça, il n'y a pas de souci. Mais même sur ma compagnie, la plupart ne le savent pas, mais peu importe. Après, mon travail d'auteur et de metteur en scène, donc du coup, ça fait un lien maintenant sur le handicap, forcément, parce que là, ça m'a réveillé pourquoi j'ai une empathie naturelle avec. Bon, moi, je travaille surtout avec des gens, même si maintenant je travaille avec des gens en situation de handicap moteur, notamment donc avec la PF d'Avignon, parce que c'est eux qui m'ont contacté pour monter leur nouveau spectacle, qui va être un spectacle vraiment théâtralisé cette fois. Cette fois-ci, ce que vous avez vu, c'était un gala de danse, même si c'était un beau spectacle. Et là, ça va être vraiment style d'opéra, théâtre-opéra qu'on va monter avec cette équipe-là, plus la PAJH de Sorède, plus Sauvy, tous les éléments qu'Anne a développés. Et c'est vrai que ça fait sens en disant pourquoi j'ai une empathie naturelle, en tout cas avec les gens en situation de déficience intellectuelle, où d'entrée, je ne sais pas pourquoi, j'ai une communication avec eux qui se fait voilà, de façon instantanée, et j'arrive avec eux à leur faire des choses dont, si j'en ai des retours des éducateurs, qui sont assez exceptionnels, où vraiment ils ne les reconnaissent pas sur scène. On arrive à faire un travail assez, bon,
peut le dire, c'est quand même assez étonnant ce qu'on arrive à faire avec eux. Donc voilà, donc pour vous parler donc de mon champ de bataille, c'est un gros projet d'inclusion qui va se passer en 4 volets. Donc là, on est vraiment qu'au début. Même le Together Gala sera le 3e volet. Premier volet, c'est à partir de 15 jours, même pas. Ouais, c'est ça. On joue dans le cadre du Vendredi du handicap. C'est le premier volet de création. Le 2e volet qui va être en novembre dans la Semaine internationale du handicap. Ça, c'est parrainé par la DRAC et ça se passe à Perpignan. Le 3e volet, c'est dans le Together Gala, donc à Avignon. Et le 4e et dernier volet, ça sera donc le final du spectacle, qui sera à partir donc de avril-mai 2025 dans la région, pour l'instant Occitanie, la région PACA. Donc, ce qui veut dire que là, on est en pleine encore en recherche et de financement et de création. On est encore au début de ça, même si déjà on a des soutiens qui sont fondateurs comme le département, la région, normalement Occitanie, c'est presque acté, la Ligue de l'enseignement, bon bref, il y a plusieurs, la PF, la PAGH, tous ces fondamentaux pour créer le spectacle. Donc voilà, pour vous parler après en 2 mots de la spécificité de cette création-là, c'est que on a des artistes professionnels sur scène, dont Anne fait partie, dont des comédiens, chanteurs, danseurs, puisque vous avez compris, c'était du théâtre pluridisciplinaire, et aussi donc des artistes, parce que comme l'a dit la phrase, parce que tu étais là pour à Autour là, j'ai bien aimé la phrase de c'est pas des personnes en situation de handicap, mais des personnes en situation d'artistes. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là que l'initiateur, Freddy, a parlé. Ouais. Donc moi je les prends comme ça, parce que de toute façon, moi en tant qu'auteur et metteur en scène, déjà comme je travaille dans quelque chose de pluridisciplinaire, moi les artistes je les prends tels qu'ils sont, avec leur art, avec leurs compétences, avec leurs failles aussi, comme tu le disais aussi. Enfin, donc pour moi travailler avec ce public-là, je les prends de la même façon, c'est-à-dire qu'après je mélange, je fais une distribution. Ce qui se trouve que dans ma distribution sur ce projet-là, il se trouve que j'ai des personnes handicapées qui jouent des personnes valides, entre guillemets, et ça peut être l'inverse aussi. Il y a pas, c'est pas handicapé, tu joues un handicapé. C'est pas du tout, c'est comme un auteur ou un réalisateur qui fait un film, va faire sa distribution comme ça. Et dans le sujet même du spectacle, là, je vais te laisser parler sur le fond de l'histoire, parce que le mieux pour qu'on on a que 15 minutes, c'était de dire le synopsis. C'était peut-être très court, au moins ça vous rentre dans l'histoire, vous allez comprendre le sujet, comment on le traite. Imaginez un monde où le handicap serait la norme. Comment vivre, se déplacer, communiquer, s'émanciper dans un univers où tout est adapté exclusivement aux personnes empêchées. Au-delà d'une fiction théâtrale, mon champ de bataille frappe, interroge sur la signification et l'essence même du vivre ensemble. Poussée à son paroxysme, notre société s'est effondrée. Et de ce chaos, un homme, porteur de handicap, se hisse jusqu'à son fauteuil et vient en aide à ses semblables en difficulté. Il prend ainsi le pouvoir et établit un nouvel ordre dans lequel la danse, la course, la marche, le rire et la parole sont proscrits. Une paix sans âme s'installe jusqu'au jour où son propre fils découvre l'existence d'un cabaret clandestin dans lequel se réunissent les exclus de ce nouveau monde. La découverte de ce lieu deviendra-t-elle un champ de bataille pour convaincre la cité que oui, il existe des possibles de vivre ensemble? Je dis le fond de l'histoire. Et donc, bon, à partir de là, nous, on avait dit des questions, mais j'ai compris que les questions venaient après. Mais, mais ouais, ça nous permet de comprendre que dans la forme, on est déjà dans cette inclusion-là, et que dans le fond de ce qu'on est en train de raconter, on est aussi, c'est-à-dire que c'est
un effet miroir que l'on veut donner, et c'est pour ça qu'on est encore qu'au premier volet de la création, mais là, on se met vraiment dans cette dans cette empathie en se disant, qu'est-ce qui se passe si d'un coup tout est régi. Alors pour ça, on n'est pas là aussi pour faire c'est pas un espèce de jugement, parce que ce système est mieux que l'autre. Je sais que nous, autant que l'on soit tous, puisque vous êtes tous ici, c'est que on est tous de bonne volonté pour avoir de faire des initiatives dans ce domaine-là. Mais je dirais, on fait de ce qu'on peut et voilà, comme on peut. Et là, ça serait, si eux prenaient le pouvoir, ils feraient aussi comme ils peuvent, et les exclus seraient ceux qui sont exclus. Bon, écoutez, merci. Très bien. Très intéressant. Je ne regrette pas de vous avoir fait venir. Merci. Bien, écoutez, Madame Bahala, quel est votre prénom? Fatima. Je vous découvre, hein, au moins, pardonnez-moi. Fatima Bahala, qui est une formatrice à l'EPNAC, va nous parler de ce que fait l'EPNAC. Et moi, je supposais que vous alliez nous parler des compétences transversales que vous tentiez de dispenser. Mais si ce n'est pas votre sujet, ce n'est pas grave. Oui, alors voilà, moi j'ai eu, on va dire, une information incomplète. Moi, je suis donc, je me présente, hein, Fatima Bala, donc formatrice ici à l'EPNAC depuis quelques années, depuis maintenant une dizaine d'années. Et en fait, moi, je suis là pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement au niveau des apprentissages de la filière sur laquelle j'interviens, donc la filière tertiaire. Voilà, c'est surtout ça. Filière tertiaire. Ah bah, c'est très bien. Oui. Peut-être que j'ai eu ça. J'espère bon. Donc voilà, ça fait depuis maintenant une dizaine d'années que je suis ici à l'EPNAC. Alors au départ, c'était pas l'EPNAC, hein, on faisait partie de l'ONAC, et donc on a été repris par l'EPNAC depuis maintenant 4-5 ans. Donc moi, je suis depuis le début, j'interviens sur la filière tertiaire. Donc au départ, on avait des diplômes, on préparait nos stagiaires au diplôme BEP, brevet d'enseignement, qui n'existe plus, le bac. Alors depuis quelques années, vu que le niveau de nos stagiaires a fortement diminué et que c'était pour eux, par rapport à leur handicap, c'était très compliqué d'acquérir toutes les compétences en lien avec les diplômes de l'éducation nationale, on s'est plutôt orienté vers les titres. Donc actuellement, on présente 3 titres, le titre employé administratif et d'accueil, le titre secrétaire assistante et le titre secrétaire assistante médico-sociale. Voilà. Donc moi, j'interviens en enseignement professionnel. Donc il faut qu'ils acquièrent les compétences en lien avec ces 3 titres. Le public, j'ai un public qui a des âges différents, des niveaux différents, des handicaps différents. Les compétences, pour certains, c'est un peu compliqué de se les approprier. Donc, on a mis en place une entreprise fictive qui s'appelle Biomag, donc une entreprise commerciale qui vend des produits bio, cosmétiques, alimentaires, hygiène. Et afin de faciliter l'apprentissage, l'acquisition des compétences en lien avec le référentiel, donc je les fais travailler dans des mises en situation professionnelles, voilà, vraiment en essayant au maximum de calquer mes mises en situation sur la réalité de ce qui se passe dans le milieu professionnel. Donc il y a des différents services, ils doivent acquérir des compétences en informatique, des compétences en ressources humaines, des compétences également en gestion commerciale, au niveau de l'accueil aussi, accueil physique et téléphonique. Et afin justement de pouvoir acquérir toutes ces compétences, donc avec cette entreprise Biomag, ils ont des missions. Alors ça va pas être plusieurs documents, ça va être des consignes de travail, soit données oralement, soit transmis par mail, et avec différentes ressources. Donc c'est pareil, là j'utilise pas mal les outils numériques, donc les ressources que nous avons actuellement, c'est ce qui se trouve aussi sur Internet. Et puis nous avons aussi un portail, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ce fameux portail et qu'est-ce qu'il contient. Donc ça leur permet de mener à bien leur mission. Et ces missions aussi, j'essaye dans cette entreprise de pouvoir vraiment définir le niveau de la personne et les difficultés, et d'apporter au travers de cette mission les acquisitions nécessaires.
par rapport à leur handicap, par rapport à leurs difficultés et bien sûr par rapport à leur niveau. Voilà, donc ça se fait tout doucement. On essaie de personnaliser. Donc bien sûr, j'utilise les outils, on va dire classiques du domaine administratif, le pack office. J'utilise beaucoup les ressources qui se trouvent sur Internet. Et depuis 3-4 ans, donc nous avons pris un abonnement chez Eduquintel, pardon. Donc la plateforme c'est Portail Bac et cette plateforme en fait elle recense différents sites et différentes applications que l'on trouve dans le milieu professionnel et au travers voilà de ces outils, ça leur permet justement d'acquérir toutes les compétences nécessaires. Donc ils vont avoir dans cette entreprise différents rôles en fonction du service dans lequel ils sont. Ils peuvent être acheteurs, vendeurs, travailler à l'accueil, travailler dans le service ressources humaines et en fonction donc du service, ils vont aller sur ce portail chercher. Ils ont un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, donc on va voir des commandes de clients, en fonction des stocks des fournisseurs, passer commande auprès des fournisseurs. Ils vont aussi faire des déclarations concernant le recrutement d'un salarié. La banque en ligne aussi, on a donc ils peuvent à travers aussi cette banque en ligne mettre des chèques, faire des prélèvements, faire des virements. Voilà, c'est vraiment des mises en situation concrètes. Parce que j'avais remarqué au départ, lorsque j'étais arrivée, je les faisais travailler un petit peu de manière classique, en utilisant bien sûr des ouvrages, des exercices. Et compte tenu voilà des niveaux de difficulté de certaines personnes avec leur handicap, c'est très très compliqué. Le fait de les mettre comme ça dans des mises en situation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tirées du réel au maximum, j'ai remarqué que voilà, ils avaient plus de facilité à s'approprier ces outils, à s'approprier le travail à faire et une meilleure compréhension voilà pour au niveau des consignes, parce que pour certains c'est vrai que déjà les consignes c'est la première barrière, mais voilà avec ces éléments ça leur parle davantage. Voilà, donc je sais pas si alors comme je vous l'ai dit, je suis arrivée ici, c'était surtout pour expliquer ce portail. J'avais prévu de vous diffuser justement ce portail avec ces différents outils. Voilà. Donc si vous voulez, je peux vous donner ce document, comme ça vous pourrez voir. Il y a aussi sur ce portail, il y a aussi un site, notre site. Alors il n'est pas accessible de l'extérieur, il est vraiment accessible qu'à partir de notre lien privé. Le même, hein? Oui, c'est exactement le même. Okay. Voilà. Donc il y a des applications, ils peuvent passer commande auprès d'un fournisseur. Moi, je vais venir les voir en fonction de notre stock de fourniture. Je vais leur dire tiens, il manque tel ou tel produit. Et ils vont se connecter sur le site de fournisseur et comme en situation réelle, passer commande. Voilà. Pareil, ils ont la banque en ligne. Donc comme dans la vraie vie, ils vont voir les opérations bancaires, les entrées, sorties d'argent, les prélèvements à effectuer, les virements à effectuer. Voilà, et ensuite ils ont le relevé du compte bancaire et ça permet de faire le suivi de leur trésorerie. Là, je vois que c'est des opérations techniques très opérationnelles et qui sont spécifiques à des métiers, à une typologie de métiers, qui sont des choses qui souvent, comme j'ai pu me rendre compte en testant et en interrogeant des acteurs comme les banques, comme les assurances, comme les entreprises d'assistance, ce sont des formations métiers qui se font souvent en interne d'ailleurs. Et ces structures-là du tertiaire recherchent avant tout des talents. Et d'ailleurs, ils pressentent qu'il y a des talents atypiques dans les personnes qui ont des troubles neuroatypiques. Mais ils recherchent une nécessaire appropriation de ce qu'ils appellent des compétences transversales, compétences émotionnelles, compétences relationnelles, compétences aussi à exprimer son handicap, ce que beaucoup ne font pas, compétences à exprimer son efficacité, son savoir-faire. C'est toutes ces compétences transversales qui était de la thématique. Ce que vous nous dites est très intéressante, hein, bien sûr, très intéressant. Je sais, et comme ça vous nous apprenez parce que c'était nécessaire. Quel est le rôle d'ailleurs de l'EPNAC, hein, comment vous préparez les jeunes
Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Euh, Si je peux me permettre, je vais juste compléter. Effectivement, voilà, moi, on m'a présenté cette séance comme étant une séance dédiée au numérique, et on m'a demandé, voilà, d'expliquer un petit peu ce que je faisais dans mon entreprise, voilà, avec les différents outils. Mais par rapport à ce que vous avez dit, hein, les compétences transversales, moi, je peux dire que le fait de les faire travailler justement dans cette entreprise, dans des mises en situation, eh ben, ça les conforte. Ils prennent confiance en eux et ils développent, voilà, voilà, exactement. Il y a pas uniquement les compétences techniques. Il y a aussi, comme vous dites, voilà, il y a d'autres compétences, parce que justement, voilà, le fait de pouvoir, si la consigne était donnée sur un livre écrit noir sur blanc, pour certains, c'est compliqué. Voilà, le fait de les mettre dans la mise en situation, bah déjà, ça leur parle mieux, ils se sentent en confiance, et pour certains, voilà, c'est on constate une évolution de la personne par rapport au début, qui a évolué justement grâce à ces mises en situation. Eh ben, effectivement, c'est ce que j'espérais que vous alliez me dire. Vous l'avez dit, c'est parfait. On est bien d'accord. Et je remercie beaucoup. Marie Bessard qui développe un service qui s'appelle Connectez-vous, que j'ai eu la chance de découvrir de manière théorique, hein, pas du tout pratique. Hein, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est un programme soutenu également par la Commission européenne. C'est ça, tout à fait. Et je vous laisse la parole pour nous en parler. Bah, merci beaucoup. Donc, effectivement, je m'appelle Marine Bessard, je suis chef de projet donc pour la coordination régionale de Connectez-vous en Hauts-de-France, et donc portée par APF France Handicap. Aujourd'hui, on est venu en force, on est en force, APF France Handicap. Mais en fait, moi, je suis encore une autre branche, puisque bon, il y a pas mal de choses hein, chez APF France Handicap. Moi, en fait, je représente la branche du mouvement associatif, c'est-à-dire en fait les délégations départementales qu'on peut avoir du coup dans chaque département. Et donc l'idée, c'est que le mouvement associatif, c'est un peu la partie ancestrale et historique en fait de l'association. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est une partie un peu plus mineure par rapport à tous les établissements médico-sociaux, aux ESAT, entreprises adaptées, qui sont siglés APF France Handicap et qu'on connaît très bien. Mais voilà, nous on est plutôt sur cet aspect-là de mouvement associatif, de contact auprès de nos adhérents, d'activités de proximité. Et aussi avec cette partie aussi militante, hein, comme Daniel le disait tout à l'heure, sur voilà le fait en fait de lutter pour la défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Donc c'est un peu dans tout ça que nos actions s'inscrivent. Donc c'est pour ça qu'en fait nos délégations portent des projets qui bien souvent permettent d'accompagner aussi nos adhérents et les publics qu'on accueille sur toutes ces questions de transition aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une grosse période sociétale de transition. Alors sur les questions de transition écologique, mais aussi du coup numérique, ou même bien souvent les deux sont liés. Et donc voilà, sur ces questions de transition numérique, on a développé depuis 2022 un projet qui s'appelle donc Connectez-vous, qui est effectivement cofinancé par des fonds européens, par un FEDER. On a eu une première vague qui était même soutenue par un FEDER React-EU. Donc c'était vraiment sur des fonds européens suite à la crise sanitaire en fait. Et donc c'est un peu dans cette optique-là que le projet est né. Parce que pendant la crise sanitaire, en fait, nous, on a mis en place des actions ponctuelles pour rester en lien avec nos adhérents, avec tous les systèmes qu'on connaît de communication. Mais on s'est très vite rendu compte, en fait, que nos adhérents, avec qui on voulait rester en contact à ce moment-là, étaient encore plus isolés à ce moment-là à cause de ces outils-là. Là où, pour tout le monde, en fait, c'était devenu un outil indispensable. Et là, pour tous les aspects de notre vie quotidienne, hein, pour communiquer avec l'extérieur, pour accéder à la culture, aux loisirs, pour faire ses achats, enfin voilà, vraiment sur tous les aspects de notre vie quotidienne. Et donc voilà, nos adhérents se retrouvent encore plus isolés pour plusieurs raisons. Alors, parce que souvent le matériel informatique, on l'a pas chez soi, parce que c'est encore des choses qui sont coûteuses. Et donc voilà, tout le monde n'avait pas cet investissement-là dans l'outil numérique. Ou ensuite, quand bien même le matériel était en leur possession, encore fallait-il avoir les solutions concrètes et les compétences pour utiliser ces outils-là, et en toute autonomie.
Bien souvent, on a des personnes qui maîtrisent un petit peu, qui peuvent se débrouiller un petit peu, mais parce qu'il y a quelqu'un en garde-fou qui est là pour les aider sur ces outils-là. Et enfin, dernière catégorie un peu d'exclusion par rapport au numérique, c'est cette question de l'outil qui en lui-même n'est pas forcément accessible et adapté à toutes les personnes. Ça fait très bien le lien avec mon collègue Sébastien du Tech Lab tout à l'heure, puisque voilà, c'est cette dernière catégorie de personnes pour qui en fait l'outil en tant que tel est déjà un frein pour aller plus loin dans les usages du numérique. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte-là que Connectez-vous s'est construit. Donc au niveau de nos 5 départements des Hauts-de-France. Et donc, on a travaillé aussi beaucoup en collaboration avec le Tech Lab. Donc, vous avez eu l'intervention de Sébastien tout à l'heure, puisque en fait, on est en lien direct avec eux sur ces questions d'accessibilité. Enfin voilà, c'est la formation dont je parlais tout à l'heure, c'est cette formation qui est dispensée typiquement à nos médiateurs numériques sur le projet Connectez-vous. Donc voilà, au même titre que du coup les questions du numérique aujourd'hui sont transversales, en fait, on s'est vite rendu compte que les publics cibles de nos actions, ils sont assez, ils sont larges et en fait ils reprennent absolument toute la population, puisque la fracture numérique, l'électronisme, enfin tous les gros termes qu'on peut utiliser aujourd'hui pour parler de la question numérique, en fait concerne tout le monde. Et c'est là où du coup je peux faire le lien avec tout ce qu'on a dit depuis ce matin par rapport même aux situations de handicap. Mais en fait, même par rapport au numérique, la situation de handicap, c'est même n'importe quelle personne qui peut être valide au sens où on l'entend par rapport au handicap, de questions de santé. Mais en fait, n'importe qui peut se retrouver en situation de handicap face à l'outil numérique dès lors qu'il n'a pas les solutions pour l'utiliser. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'en fait, nous, on a développé ce projet Connectez-vous en partant un peu de cette expertise en fait qu'on va avoir, ce regard qu'on va avoir par rapport à nos publics en situation de handicap, pour le coup, nos adhérents, et donc d'appliquer cette démarche en fait à toutes les personnes qui de manière générale sont en fait en quelque sorte privées de leurs droits. Quand je dis leurs droits, c'est l'accès à toute la vie courante là par rapport aux outils numériques, y compris ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui dans n'importe quel métier il y a cette question numérique qui est un peu un préalable, et donc très vite on se trouve empêché sur pas mal d'accès aux droits si on maîtrise pas ces outils-là. Donc voilà, l'idée de Connectez-vous, c'était de pouvoir vraiment développer en fait une offre de services numériques qui viennent un peu compléter tout ce qui peut exister déjà voilà dans le paysage des opérateurs de la médiation numérique, d'offrir en fait un service qui soit tout clé en main pour les personnes à qui on peut proposer ces ateliers-là. Clé en main dans le sens où en fait on va apporter tout un ensemble de méthodes, d'outils, de solutions, tout ça de façon gratuite pour les personnes, puisque encore une fois c'est un projet qui est soutenu là par les fonds européens, et donc l'idée c'est d'accompagner les personnes qui sont empêchées dans l'accès aux services numériques, et donc de les accompagner un peu dans cette transition numérique en le faisant en fait de plusieurs façons, mais toujours dans l'idée de rendre le numérique accessible à tous. Donc ça va être par la mise en place d'ateliers de médiation numérique. Je pense que voilà, ça va parler à certains d'entre nous, d'ateliers de médiation numérique, donc sur vraiment l'acquisition des compétences de base en fait du numérique, puisque on nous parle beaucoup de faire ses démarches en ligne, d'aller déclarer ses impôts sur les sites, d'aller de faire toutes les démarches qui passent aujourd'hui par internet. Mais en fait, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà pouvoir maîtriser les bases, simplement connaître l'ordinateur qu'on a en face de soi, le téléphone, savoir comment se connecter à un réseau internet. Enfin, c'est tout des choses préalables. Des fois, on a tendance à oublier un petit peu, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut toujours pouvoir revenir pour ensuite pouvoir progresser sur des choses un peu plus poussées
et donc ensuite pouvoir même accéder à certains métiers dans le numérique, comme on en parlait ce matin. Et donc voilà, ça va être de reprendre plein de thématiques très très basiques, mais aussi de faire de l'éducation, d'éducation aux médias, de l'information, et notamment parce que aujourd'hui le numérique, c'est aussi le faire en toute sécurité. Il y a toute cette question-là aussi de comment naviguer correctement sur Internet, comment faire comment utiliser ces outils-là correctement. Et c'est une vraie question pour plein de publics. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas que sur la question des personnes en situation de handicap, on est sur vraiment de manière transversale tous les publics pour qui cette question de naviguer en toute sécurité, ne pas se faire arnaquer, être informé en fait de toutes ces évolutions-là. Donc voilà, ça va être proposé ces ateliers thématiques sur ces compétences et savoir-faire de base numérique. Donc ensuite, pour aller plus loin dans cette démarche de rendre le numérique accessible, c'était du coup de pouvoir le proposer au plus proche des personnes, donc de développer cette proximité numérique. Et donc, c'est pour ça que Connectez-vous, c'est aussi et surtout un dispositif itinérant. Donc l'idée, c'est de proposer donc des ateliers numériques, comme je viens de le préciser là, avec du matériel donc qu'on a acheté, donc des ordinateurs, des tablettes et autres matériels, et en fait de pouvoir l'embarquer avec nous et se déplacer donc à travers les 5 départements là pour le moment des Hauts-de-France, et on espère plus par la suite, et de proposer en fait ce même service au plus proche des personnes pour qui sont parfois plus éloignées. Il y a la question de la ruralité aussi qui se pose dans certains endroits. De développer cette offre de service en itinérance, avec toujours en fait la réflexion qu'on va porter du coup sur la façon spécifique d'accompagner les publics. C'est-à-dire, on l'a abordé déjà ce matin, hein, mais c'est-à-dire, comme on disait, en fait, tout ce qu'on peut développer pour les personnes en situation de handicap. On a parlé du facile à lire, à comprendre, le FALC. On a parlé de plein de méthodes ce matin pour que ce soit le plus facilitant possible pour les personnes en situation de handicap. En fait, faut se dire que c'est des solutions qui devraient être démocratisées partout et pour tout le monde, puisque une personne qui comprend une fiche simplifiée, n'importe quelle autre personne la comprendra en fait. Cette démarche de qui peut le plus peut le moins. Donc c'est développer à partir de cette analyse qu'on peut avoir sur le plus simplifié possible, sur pareil, ce que vous pouvez dire tout à l'heure sur les paramètres d'accessibilité de nos outils, ordinateurs, téléphones. Ça, c'est des choses en fait qu'on peut facilement mettre en place et qui sont alors bien souvent des solutions concrètes d'accès pour les personnes empêchées, mais qui sont aussi des gains de temps, de facilitation pour tout le monde. Et donc c'est d'avoir toujours ce regard-là en fait sur on veut accompagner du public en situation de fragilité par rapport au numérique. Avant ça, il faut qu'on lève un peu tous les freins qui sont inutiles en fait et qu'on peut réussir à lever facilement. Et donc ça fait le lien avec ce que Sébastien présentait tout à l'heure, parce que du coup on travaille très étroitement donc avec le TechLab qui nous fournissent une panoplie d'idées, d'outils et de petites choses à mettre en place dès lors qu'on accompagne une personne, d'avoir toujours ce regard de diagnostic en fait, diagnostic sur les compétences de la personne, mais aussi du coup de besoins qu'elle pourra avoir, parce qu'en fait alors il y a des choses que la personne pourra verbaliser, dire peut-être que là j'aurais besoin de ça parce que j'ai telle difficulté, telle chose, mais il y a aussi des personnes qui ne s'auto-diagnostiqueront pas et qui auront besoin aussi qu'on puisse avoir ce regard-là sur qu'est-ce qu'on peut lui apporter concrètement comme solution, comme paramétrage, comme outil, comme petit logiciel gratuit, là pour le coup, pour parler encore une fois d'accessibilité financière, et qu'on peut du coup mettre en place pour faire en sorte que la personne passe ce premier frein d'accessibilité et puisse du coup évoluer step by step sur des thématiques liées au numérique, donc développer ses compétences en fait progressivement à tous les niveaux.
Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là que ça s'est développé. Et voilà, l'idée c'est de continuer de le promouvoir en itinérance, mais aussi en s'appuyant sur les partenaires de proximité. Alors il y en a plein, mais parce que l'idée c'est que déjà auprès des partenaires voilà locaux, il y a déjà une grande source de public qu'on peut aller chercher, auprès desquels on peut intervenir en complément de plein d'autres choses aussi pour proposer un accompagnement qui soit le plus complet possible. On dit par rapport à cette question de la transversalité, mais c'est ça, c'est de pouvoir se dire, voilà, on peut aller voir les missions locales. Ce matin, on parlait des écoles La Deuxième Chance. Ça, c'est pas mal de partenaires avec lesquels on a pu travailler pour justement proposer cette question de l'outil numérique et donc de développer les compétences qu'il peut y avoir derrière la variété des outils numériques et de ce qu'on peut faire avec. Et aussi donc avec cette question de se dire, effectivement, ce matin on l'a abordé, de plus en plus, l'outil numérique en soi est une aide technique en fait pour les personnes en situation de handicap. Et donc c'est aussi de se dire, peu à peu, il faut qu'on puisse accompagner aussi les personnes sur ces usages-là, parce que sinon ça va être encore une fois un frein à la compensation du handicap. Vous avez, c'est très bien. Oui, moi j'avais pensé que vous aviez intérêt à disséminer votre savoir-faire. Que vous aviez intérêt à disséminer votre savoir-faire et que c'était l'une des raisons pour lesquelles moi je voulais que vous veniez ici. Je ne sais pas comment vous réagissez à ce qu'on vient de vous expliquer. Peut-être qu'il peut y avoir une collaboration ou une franchise ou une franchise. Ça va évidemment, ça pourrait totalement vous aider. C'est presque un module complémentaire. Encore faut-il que vous nous parliez, qu'est-ce que c'est que ce module, combien de temps ça peut durer, comment est-ce qu'on peut l'articuler, comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Donc c'est ça l'idée aussi, hein, c'est cette rencontre, c'est mise en relation de partenaires potentiels qui peuvent s'entraider avec un objectif commun, c'est favoriser l'intégration professionnelle des personnes qui sont en difficulté. Et d'où la complémentarité de notre. Oui, je comprends mieux maintenant un petit peu le thème abordé. Voilà. Hein. C'est vrai que au départ, voilà, moi je suis partie à vous expliquer le côté technique, mais effectivement, ce qu'a dit Madame, c'est vrai que les personnes qui sont comme ça en rupture avec les outils numériques, le fait d'être en formation ici à l'EPNAC, hein, justement, surtout des personnes avec vraiment des tout petits niveaux. Et avec les outils du portail en ligne, le fait d'avoir des applications qui ressemblent justement au site que l'on utilise, le fait que ce soit dans un premier temps fictif, voilà, ça leur permet justement de s'approprier ces outils. Je vous encourage à garder le lien et à faire en sorte que ça puisse se faire. D'autant qu'on va continuer notre itinéraire de sensibilisation dans d'autres villes et qu'on vous emmène avec nous. Avec plaisir. Donc, on va exceptionnellement laisser la parole à Aline Tixia-Bomba, qui en réalité doit partir plus tôt parce qu'elle a un train. Et donc, tu peux venir prendre la parole, parler surtout de peut-être d'Erasmus+. Et puis uniquement après, j'appellerai Odile. Et par le programme Erasmus+, qui est un programme en fait de recherche et de recherche-action, puisque après avoir discuté ensemble des objectifs, des obstacles, des différentes possibilités et après avoir cherché aussi les pratiques exemplaires, il faut donc l'appliquer donc sur le terrain en sensibilisant, en formant et évidemment en communiquant sur tout ce qui va améliorer donc l'inclusion socio-professionnelle donc de notre public ici sur ce projet. Et les priorités du programme Erasmus sont donc l'inclusion et la diversité, donc nous y sommes, la transformation numérique, nous y sommes, donc nous sommes vraiment sur des actions à mener au niveau national, régional et qui doivent être portées après au niveau européen, parce que tout ce qu'on va faire évidemment va être ça appartient à Erasmus, donc ça appartient à toute l'Europe.
Voilà. Donc Pierre, effectivement, on se connaît depuis longtemps. On a travaillé, quand j'étais à l'agence du numérique. On s'est suivi sur le handicap et on a mis du temps à l'écrire. Mais ce temps-là, c'est le temps de toutes vos rencontres et de toutes vos expériences communes, parce que c'est tout le travail que vous avez fait qui constitue maintenant un réseau de partenaires. Et je suis enchantée parce que effectivement, il y a des choses à mettre en place, ou en tout cas de la matière et des ressources pour le guide qu'on va écrire. Parce que le projet donc Yandi Tour, c'est des tables rondes, une en France et une au Luxembourg. Et ces tables rondes vont donner lieu donc à la rédaction d'un guide sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, et sur des recommandations, et enfin sur donc une collection de bonnes pratiques. Et tu dois connaître. Voilà. Donc, je vais pas rester longtemps, mais j'espère qu'on va se revoir, et on va effectivement vous envoyer un lien pour continuer notre travail de réflexion. Et donc Pierre a préparé des questions pour nous aider avec votre expertise à faire avancer ce projet qui dure 1 an. Et donc, j'espère qu'on va continuer à se parler et qu'on se donne rendez-vous aux prochaines étapes. La prochaine au Luxembourg et les conférences finales, la conférence finale en France, avec donc... Les conférences finales sont des moments de restitution de tout ce qui a été dit, et pour nous, d'annonce d'une continuation de notre relation. Et j'espère qu'on pourra à ce moment-là lancer un itinéraire ou un tour de France des villes et des villages de France sur cette thématique-là qui nous concerne aujourd'hui, dont on sait qu'elles sont très éparpillées. Et qu'il y a pas véritablement de porte d'entrée et de lieu où effectivement on peut avoir une photographie explicative, pédagogique, de toute sa complexité, et qui font que tout le monde, en fait, enfin, je vois bien la manière dont les familles sont confrontées à la multiplicité. Il y a un surnombre d'informations concernant le handicap, à tel point qu'à l'arrivée, on savait même pas que le créatif handicap existait. Je suis désolé. Cette formation dont bénéficie aujourd'hui mon fils, c'est un miracle. C'est un miracle pour tous les parents qui l'ont découvert, quoi. C'est le fait du hasard uniquement, une balade que j'ai faite un jour à un salon, tout simplement. Vous voyez? Et voilà. Donc, on est vraiment encouragé à aller de l'avant. Voilà, ça c'est pour terminer ce que je pensais important de dire. Effectivement, on souhaitait vous proposer quelques questions auxquelles vous pourriez nous répondre. Et quelles sont pour vous les 5 pratiques les plus exemplaires? Comme on doit en avoir 25, ça va beaucoup de travail, bien que nous ayons quelques idées. Mais je vous propose donc, Aline, que tu passes un bon voyage de retour. Je vous remercie, et par ailleurs, je voudrais appuyer aussi le travail de la médiation artistique et pour justement l'accompagnement des personnes fragilisées en situation de dépendance et de handicap, parce que avec mon association, nous faisons aussi des activités de théâtre spontané pour exprimer les émotions, pour faire donc exprimer les émotions, pour le bien-être évidemment, mais aussi pour le travail de confiance en soi, qui est quand même un préalable. Je travaille sur un autre programme qui s'appelle TAMU, c'est un programme sur la santé mentale des familles. Donc voilà, les activités se rejoignent. Par l'improvisation théâtrale, on révèle les troubles. Et donc on peut parler des dysfonctionnements. Et voilà, donc tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est voilà ce qu'on aime, c'est ce qui nous touche de près ou de loin, et je vous remercie tous parce que là on vient d'avancer, mais considérablement dans le projet Yandi Tour. Merci. Merci. Un truc de dingue. Je suis désolée, il faut que je remette le code. Alors, je viens quand même ici pour représenter ma collectivité, la collectivité qui m'emploie,
qui s'appelle Au Budget Agglomération. Donc, c'est une collectivité qui compte à peu près 65 000 habitants. Il y a 42 communes, plutôt rurales, parmi lesquelles il y a aussi des communes, des villes peut-être plus connues, notamment la ville de Nantua et la ville d'Oyonnax. Et Oyonnax, c'est le cœur de la Plastic Valley. Où vous avez aussi Plastic Campus, qui est un endroit où vous avez un gros Fab Lab qui essaye de travailler au mieux avec l'INSA et avec le monde de l'éducation pour faire un lien avec le monde de la plasturgie. Et donc l'INSA est présente à Oyonnax avec cette composante plasturgie. Donc mon propos, ça va être surtout sur l'action des conseillers numériques au budget agglomération autour des personnes en situation de handicap qu'on a pu croiser dans nos accompagnements. Donc voilà, je vous ai dit. Alors autre chose, c'est un EPCI, l'aglo, qui emploie 250 salariés et qui respecte à peu près ses obligations, qui respecte tous les ans ses obligations d'emploi 6%, grâce aussi à des collaborations avec des ISAT et pas mal d'établissements spécialisés. Les compétences de l'agglo, alors vous allez voir justement, c'est assez intéressant parce que bon, il y a l'eau, l'assainissement, les déchets, mais dans les services à la population, il y a des choses assez étranges. Donc il y a les conseils numériques, mais il y a aussi le conservatoire de musique, conservatoire à rayonnement régional, les gens du voyage, le portage de repas et un refuge animalier. Que de choses diverses, n'est-ce pas? Mais comme vous l'entendez, il n'y a pas la compétence culturelle, par exemple, et il n'y a pas la compétence éducative. Donc il n'y a pas ces aspects-là. Donc le rôle des conseillers numériques, on se retrouve par rapport à l'action sociale avec les personnes en situation de handicap et le monde scolaire et le monde universitaire, etc. On se retrouve dans une compétence qui est un peu, voilà, on joue sur des œufs. Autre chose qui est importante à savoir, c'est que on est arrivé dans un contexte national. Donc il y a eu le plan de relance avec l'idée qu'on allait lancer 4000 conseillers numériques, métier qui n'existait pas, puisqu'à l'origine on avait des médiateurs numériques, on en a déjà parlé plusieurs fois. Le conseiller numérique, c'est un métier qui existe, enfin, qui est en train de se créer et qui existe depuis à peine 2 ans et demi, et qui est censé être complémentaire de la médiation numérique, mais aussi complémentaire de tout un ensemble d'autres métiers qui sont autour, justement, de l'accompagnement et social et numérique et du handicap et de l'administratif, etc. On a en collègues très proches et surtout dans notre agglo, on a vraiment une collaboration très forte avec les conseillers, ils s'appellent conseillers maintenant, avant c'était des agents, conseillers France Service qui sont là uniquement pour aider aux démarches administratives. Donc une des premières choses que je voulais vous dire, c'est que les conseillers numériques viennent d'un diagnostic territorial qui a été fait avec des statistiques qui sont, je remets mes lunettes, que vous avez à peu près 7% de la population en général au niveau français qu'on considère comme complètement exclus du numérique parce qu'ils n'ont pas d'accès et qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils n'auront jamais les compétences pour y aller. Et donc ça, à la limite, c'est vraiment le travail de nos collègues agents France Service qui sont là pour les aider justement à faire des démarches qu'ils ne pourront jamais faire en autonomie et ils n'auront jamais l'envie de le faire et ils n'auront même pas intérêt à le faire parce qu'ils sont vraiment trop loin du numérique. Donc ça, ces 7%-là, c'est pas notre métier. Par contre, il y a 19% de débutants à intermédiaires et 14% de avancés qui peuvent avoir des problèmes très divers et venir, comme le disait Marie, de plein de couches de la société complètement différentes. Ça ne concerne pas des âges particuliers ni des. Alors j'ai beaucoup de retraités parce que les premiers à s'être engagés dans les conseillers numériques, c'est parce que c'est eux qui ont l'impression d'être les plus en danger et on leur répète tout le temps. Non, mais vous avez des étudiants qui sont vraiment très très mal. Il se trouve que par ailleurs, j'enseigne dans l'enseignement supérieur sur plusieurs. J'ai déjà été dans des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, etc. Et j'ai pu constater ça. C'est-à-dire que il a réussi, le gars. Hein. Il est toujours resté dans le bon groupe et il est complètement incapable de se servir d'un tableau Excel. Il sait pas gérer les Wi-Fi, les machins. Il sait rien sur l'ordinateur.
Mais il a réussi à passer et il est en 4e année et ça se passe bien et il va avoir son diplôme. Et quelque part, tant mieux. Ça veut dire qu'il a compris aussi quelque chose, c'est que il y a un moment donné, on a des faiblesses, on a tous des faiblesses, on a tous des forces. Bon bah là, il a une faiblesse, peut-être il la comblera un jour, peut-être pas. Voilà. Notre rôle, c'est aussi de dédramatiser et d'amener les gens à comprendre que oui, bah, on peut pas être tous au pilote d'hélicoptère, pas tous être très bons. Et aussi, on a beaucoup parlé d'accès au droit, de comprendre que non, le Conseil constitutionnel est a remis les choses et les barreautés et les points sur les i. On n'est pas obligé de faire ces démarches administratives sur Internet. On n'est pas obligé, soit seul, de faire sa carte d'identité, sa carte grise, etc. Il y a des services publics qui ont été mis en place, notamment justement les agents France Service, les maisons France Service, pour qu'on puisse être accompagné pour faire ça. Et il n'est pas nécessaire de se mettre sous tutelle numérique de ses enfants ou de ses petits-enfants, etc., sous prétexte qu'on est obligé de passer par le numérique. Donc ça, c'est le fondement de notre action. Et donc, moi, ma manière de faire, c'est de dire, bon, on va pas faire tout en même temps. L'administration française a toujours été l'administration française, c'est extrêmement compliqué. Il y a un langage, il y a un jargon, il y a des formulaires, des machins, c'est déjà suffisamment compliqué. Si vous arrivez en me disant, j'ai acheté un ordinateur pour faire ma déclaration d'impôt, je vous dis stop, on va d'abord apprendre à faire quelque chose de sympa, qui vous plaît, vous, avec cette machine, pour que ça soit pas une machine infernale, pour que ça soit un objet agréable, un outil avec lequel vous allez être amis et à qui vous allez parler aimablement et pas toujours l'insulter, parce qu'on jure beaucoup dans l'informatique. Je sais pas si vous avez remarqué, on est tout le temps langage de chartier et avec beaucoup de jurons dans tous les sens. Et donc le truc, c'est justement d'arriver à les détendre par rapport à ça. Alors, soit par, moi, là, le truc, c'est quels sont vos hobbies, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Si c'est la pêche, eh ben on va essayer de vous montrer comment on va utiliser des cartes pour savoir quelles sont les cartes de pêche, comment on va trouver les meilleurs emplacements, est-ce qu'on va trouver des vidéos, des choses comme ça. Donc toujours des tutos, comment trouver le meilleur matériel, des choses comme ça. Donc toujours essayer de passer par une passion de quelqu'un. Je parlais tout à l'heure d'une petite dame, elle, l'informatique est arrivée dans sa vie de manière extrêmement violente, comme pour beaucoup de gens. Donc c'était quelqu'un qui était elle était dans un office notarial, elle avait été embauchée parce que elle avait une très belle écriture à la plume. Et du jour au lendemain, on leur a foutu un ordinateur dans le truc, elle a dit paf, maintenant vous faites tout là-dessus. Elle en a pleuré, ça a été extrêmement dur. Pendant une semaine, elle a essayé de regarder comment faisaient les autres, elle était complètement débordée, elle a fini par se mettre en arrêt maladie. Enfin, vous voyez le truc, elle a fini par revenir avoir des vagues formations, mais ça a été vraiment dans la douleur, pour dire le corps, et ça se voit. C'est-à-dire que son rapport à la machine, et on sent qu'il a fallu la réconcilier. Et grâce à ses petits-enfants avec l'envie de faire des crochets et des pas de patrouille en crochet, les petites vidéos, et vas-y, et les imprimes écran pour faire un truc qui soit écrit, parce qu'on sera tout le temps devant la machine. Enfin voilà, on a réussi à l'amener à utiliser la machine dans son environnement à elle pour en faire quelque chose qui l'intéresse. Très régulièrement avec mes collègues, parce qu'il se trouve que donc au budget agglomération, quand il y a eu les conseillers numériques, ma chef a dit qu'elle voulait 9 conseillers numériques sur son territoire. Grâce à ça, elle en a eu 5. Bon, pendant 2 ans, et ensuite la subvention de l'État étant réduite, on est passé à 4, et il est prévu que si on trouve pas de solution financière, d'ici 1 an et demi, on passera à 3, ce qui va commencer à être extrêmement compliqué, parce que le besoin, justement, il est croissant. Petit à petit, les gens commencent à parler de nous. Je commence à avoir un agenda qui craque dans tous les sens. Très intéressant. On fait beaucoup de choses aussi avec des associations. On accompagne vraiment tous les publics. On commence à rentrer un petit peu par plusieurs portes dans l'éducation nationale, auprès des lycées, les lycées professionnels. Donc, ils commencent à comprendre à quoi on peut servir, ne serait-ce qu'en jury d'examen, ce qui est pas anodin. Et donc, on a une action qui est très transversale, mais on essaye de toujours ramener à notre boulot, c'est de vous rendre autonome dans vos usages quotidiens avec les outils que vous avez ou que vous avez besoin d'acquérir. Donc, on a un rôle sur le conseil sur l'équipement,
HBA, c'est HBA ou budget agglomération, hein, c'est associé avec une société qui a fêté ses 25 ans l'année dernière, donc c'est 26 ans cette année, qui s'appelle Micronov et qui est basée à Bourg, qui est une société qui fait depuis 25 ans du réemploi à vocation sociale et du reconditionnement informatique, donc d'équipements à la fois d'ordinateurs, de tablettes, et de plus en plus ils sont amenés à faire du téléphone, mais c'est pas leur métier, donc ils sous-traitent, hein, c'est assez compliqué. Et donc, on travaille aussi avec eux. Là, cet ordinateur-là, il ne vient pas de Micronov, mais tous les ordinateurs qu'on utilise en animation sont des ordinateurs qui viennent de chez eux. Et on incite à comprendre aussi que c'est quelque chose, c'est un métier, le reconditionnement informatique à vocation sociale, qui existe, donc, on le sait, depuis une bonne trentaine d'années, avec des acteurs bien installés et bien connus, mais de certaines personnes. Donc là, on a un rôle aussi de diffusion sur l'existence de ce métier-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, en 2 ans, on a sur notre territoire, donc des 42 communes, on a accompagné à peu près 2500 personnes, donc on est quand même assez content de nous. L'idée, c'est surtout que on veut au moins une fois par an, mais souvent ça arrive plus que ça, faire une action où on va sortir des ateliers qu'on fait d'habitude. Alors c'est des ateliers collectifs, il y a des accompagnements individuels, il y a des choses beaucoup plus à la demande. Enfin bon, c'est très varié notre mode d'action. Mais on essaye de faire un événement. Donc l'année dernière, on a fait venir le Maïf Tour à Nantua, ce qui nous a permis de focaliser sur beaucoup d'actions sur la prévention, justement sur ce qu'on disait, le harcèlement, tous les problèmes de piratage. Basiquement, ce que je rappelle, c'est voilà, on se laisse pas donner des bonbons par le monsieur qui a un grand imperméable. Et on le fait pas non plus sur Internet, même quand on a 40 ans, on garde son voilà. Le monde de l'informatique n'est pas si virtuel que ça. Derrière, c'est les mêmes gens, c'est la même société, et donc derrière, il faut avoir les mêmes comportements et pas s'imaginer que tout d'un coup, parce que c'est une machine, ça va devenir un bisounours. Non, c'est juste la vie. Donc il y a autant de gentillesse que de méchanceté. La machine elle-même, elle n'a rien fait de mal, c'est pas la peine de s'énerver dessus. Mais on a travaillé donc avec le Maïf Tour, et cette année on a fait venir une microfolie qui venait de la Drôme, enfin entre la Drôme et l'Isère, pour sensibiliser à l'éducation ou à la création artistique et à la diffusion des œuvres d'art par les microfolies. Je sais pas si vous connaissez le principe des microfolies. C'est un système qui a été défini par la Cité des Sciences à la Villette. Donc sur la base de tous les petits bâtiments qui s'appellent des folies, qui sont sur le parc de la Villette, ils ont décidé de mettre tout ça dans un camion. Et donc, vous avez à peu près 5 ou 6 modules selon les volontés des collectivités qui acquièrent le matériel. Donc, la première chose, le truc central, c'est un musée numérique avec 3500 œuvres qui sont, dont on a acquis les droits par un abonnement tous les ans, qui sont visibles avec une espèce de diaporama un peu organisé avec de la musique, enfin voilà. Et puis, des tablettes où vous pouvez ensuite créer des animations pédagogiques ou pas. La plupart du temps, c'est des animations de sensibilisation à l'art, c'est-à-dire, voilà, face à l'art, il y a personne qui a raison, il y a personne qui a forcément tort. Ce qui compte, c'est on est face à une expression de quelque chose, une expression artistique, une expression donc souvent d'émotion, et donc, on va faire pareil. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez, etc. Donc, on a travaillé avec Agora Gears, qui est un tiers-lieu, donc je vous dis en Isère, qui nous a amené son matériel. Et pendant 2 semaines, grâce à un financement de la MSA, on a pu tourner dans les communes. Donc on a visité pendant 2 semaines plusieurs communes rurales et aussi une MARPA et l'EHPAD de Nantua. Donc on a pu mettre ce dispositif à contribution, sachant que c'est qu'une partie. La microfolie, je vous ai dit, c'est une partie. Il y a ce musée numérique, mais il y a d'autres choses. Il y a le principe de la scène ouverte, il y a le principe du café associatif, on va dire, où chacun amène un peu à l'auberge espagnole. La partie scène ouverte, c'est vraiment avec tout ce qui va être le matériel qui permet ça, mais évidemment les moyens humains qui vont avec, parce que c'est pas parce que vous avez du beau matériel que vous allez forcément vous en servir. On ne sait pas forcément se servir des coursives de lumière et de tous les autres pour des outils pour manipuler le son. Un plateau sur lequel vous allez pouvoir taper
danser en sécurité, parce que ça a été vraiment fait pour ça. Donc on peut installer soit à l'intérieur, soit dans une cour, donc c'est vachement bien pensé. Et puis tout ce qui va concerner la création musicale. Et là, comme je vous ai dit, on a le conservatoire qui est impliqué dans les compétences d'HBA, et donc on espère que l'année prochaine, il va se repasser quelque chose autour de la création artistique, autour de la microfolie, mais toujours avec les mêmes idées. C'est que nous, en tant que conseillers numériques, on montre où est le numérique là-dedans. Parmi les modules d'une microfolie, il y a un Fab Lab aussi. Alors, on a déjà fait, quand il y avait le Maïf Tour, on a déjà montré qu'est-ce que c'est que le Fab Lab. On a fait venir justement Plastic Campus, dont j'ai parlé juste avant, pour amener à comprendre qu'est-ce que c'est que cette fabrication en direct de quelque chose qu'on a conçu là avec un logiciel. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu magique dans l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas la fabrication, enfin l'imprimante 3D, tout ce qui était les gravures laser, toutes ces choses-là qui sont dans un Fab Lab. Et pourtant, il y en a autour d'eux, mais ils ne connaissent pas. Donc, ça nous a permis de développer un petit peu plus de connaissances autour de ça. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer à montrer que le numérique, déjà numérique, ça c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant par l'animation des gens d'Agoraguerre. C'est bon, on arrive avec un musée numérique et elle commence par numérique, c'est quoi pour vous? Et là, merveilleux, ça fait penser au numéro. Et voilà, donc pas du tout ce à quoi on pense quand on pense au numérique. Le mot numérique, on croit qu'il veut dire numérique dans la tête des gens, mais pas du tout. Et c'est le principal problème. Et donc, je suis très contente d'avoir des artistes autour de moi, des artistes. Et puis, on a parlé aussi de la lecture, l'accès à la lecture. On est dans ce monde merveilleux là des machines face à un jargon incroyable. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai plusieurs personnes qui ont fait du théâtre et qui en font encore et qui sont perturbées par des mots comme partager. Alors, j'ai un monsieur qui me dit, je lui apprenais avec son téléphone à lui. Alors, fais une photo, puis vous allez me l'envoyer. J'avais déjà dit, vous me l'envoyez. Et maintenant, vous appuyez sur partager. Il me regarde, il dit, non, je veux vous l'envoyer tout entière. Partager, pour lui, c'est faire des parts. Très logique. Très logique. Une autre fois, je lui dis, non, allez-y, annulez. Mais je veux pas annuler ma belle-sœur. Tout à fait, vous voulez pas annuler votre belle-sœur. Voilà. C'est que des trucs comme ça qui sont, le jargon est agressif parce que ça veut dire des choses tellement décalés que ils sont parfois alors justement quand ils sont en confiance, c'est le mot-clé aussi de la table ronde, quand ils sont en confiance, ils arrivent à me dire que ça, mais je ne veux pas je veux vous l'envoyer tout entière, mais je ne veux pas annuler ma belle-sœur. Jamais ils auraient dit ça à la boutique Orange ou etc. Ils pourraient pas dire des choses comme ça. Il faut tout un temps, et donc moi je laisse les gens venir avec leurs besoins, je commence par ça. Je leur dis, mais quel bon vent vous amène? Donc, de manière extrêmement positive. Qu'est-ce que vous voulez faire avec nous? Et en fait, on commence par leurs problèmes, leurs angoisses. Je veux absolument ça. Souvent, c'est des démarches administratives. Donc, hop, on va vers France Service, où on a des crèmes d'agents qui sont vraiment extrêmement compétentes et qui les entourent très bien. Et je parle beaucoup de ça, cette mise sous tutelle de fait. Mais vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous n'avez pas besoin de votre fille ou de votre petit-fille pour faire ça. Vous allez y arriver comme un grand. Si vous savez pas faire la démarche, vous allez à tel endroit. Et bon sang de bonsoir, utilisez vos impôts pour ce que vous voulez, c'est-à-dire utiliser les gens qui sont payés par vos impôts, c'est-à-dire les conseillers numériques, les conseillers France Service, les agents de la sécurité sociale, des fonctionnaires des impôts avec qui vous pouvez prendre rendez-vous humainement. Et c'est ça, votre droit. Votre premier droit, il est d'avoir accès à un humain qui est payé par vos impôts. Et c'est la première chose à comprendre. Et ensuite, tout le reste, si vraiment vous avez envie, une fois que vous serez à l'aise avec vos outils, on en reparlera. Et c'est vraiment autour du plaisir et de l'accès à des loisirs, à l'expression, à des choses qui sont vraiment d'expression artistique. On a fait beaucoup de choses justement aussi avec l'intelligence artificielle, avec des prompts générateurs, soit d'images, soit de choses. J'ai une dame qui me dit et alors est-ce qu'on pourrait lui demander, par exemple, quand on doit aller aux obsèques de quelqu'un qu'on connaît pas trop, est-ce qu'on peut demander un modèle de lettre pour des gens que l'on connaît pas trop, voilà, une lettre de condoléances pour quelqu'un que je connais pas trop. Allez, on y va, toc toc toc, on a fait le pro.
Et ben voilà, c'est ça, on l'a lu. Ah oui, bien. C'est vraiment, c'est proportionné, c'est intéressant, et c'est pas quelque chose qu'elle aurait trouvé comme ça facilement. Il fallait trouver le bon site quand même en mettant ça directement, modèle de lettre de condoléances. Pas forcément si facile que ça. Que là, le truc avait été généré directement, et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où la saisie vocale, la dictée vocale, le Google Lens qui permet de regarder le petit haut de madame et puis de le trouver, ou bien les fleurs, les choses comme ça, arriver à identifier des fleurs, des arbres, des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement émerveillés par ce qu'on peut avoir dans un téléphone, une tablette ou un ordinateur, qui voient qu'ils sont vraiment dans un autre siècle, donc ça fait plaisir. Et grâce à ça, enfin, on arrive à les détendre sur ça. Mais d'une manière générale, moi, je conseille peu aux gens d'aller vers les démarches administratives en autonomie. Je leur dis, mais on le fera ensemble si vous avez envie. Vous pouvez le faire, je suis derrière, je vous dirai si je vois un truc. Mais allez le faire avec les collègues de France Service, elles seront ravies de le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, des exemples. Alors, à Nantua, par exemple, j'ai une dame qui est porteur, enfin, qui a eu 3 AVC successifs. Alors, elle est paralysée d'un bras, mais suite à nos accompagnements, alors elle avait un ordinateur, elle avait déjà une souris un peu adaptée, mais il y a beaucoup de choses qu'elle n'avait pas compris sur l'ergonomie, donc on a mis son curseur plus gros, etc. Et elle a une technique qui est extraordinaire, elle a un petit cahier, tout le temps avec elle, elle écrit le soir. Elle m'écrit ses questions avant de s'endormir. Elle écrit des questions. Elle vient avec ses questions qui sont écrites en bleu. On résout les problèmes un par un. Alors ça fait, tout le monde en profite parce qu'elle pose tellement de questions que c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Et elle écrit en rouge la solution. Et on passe comme ça énormément de choses. Et elle est complètement autonome maintenant sur la gestion administrative du ménage. Son mari a décidé qu'il lâchait complètement l'affaire. Il va chercher des morilles et des chanterelles et il fait autre chose. Et elle s'occupe, alors que c'est a priori la personne la plus diminuée du couple, c'est elle qui s'occupe de l'administratif, donc elle en est très fière. Donc ça, c'est un premier exemple. Ah oui, on a, et ça je pense que c'est important de le savoir, il y a une association qui s'appelle Ville à Ville, qui était primée aussi, et qui est alors dans un dispositif qui est justement exemplaire pour l'un, et qui, a priori, à terme, devrait être un dispositif exemplaire au niveau national. Donc, ça peut faire partie des pratiques à mettre en avant. Donc, c'est une association qui a été créée pour les accidentés de la vie. Donc, 4 personnes dépendantes qui sont suivies par la DPI ont été accompagnées par cette association. Et l'idée, c'est de les inclure dans un logement qui va aussi les mettre dans des logements adaptés, mais en mixité, avec au cœur de la ville, près de tous les services, et puis avec des voisins qui ne sont pas du tout en situation de handicap, du tout. Donc c'est surtout mon collègue Alexis qui s'en est occupé. Il a fait un atelier par mois l'an dernier avec des iPads, justement pour la raison qu'évoquait, je ne sais plus son nom, Sébastien, merci. Donc c'était des personnes qui à l'origine étaient quand même très diminuées, mais qui par ces ateliers ont réussi à développer des habiletés à la fois pour naviguer sur Internet, pour créer des documents, et puis aussi des invitations sur Canva, donc des invitations à des fêtes, des choses comme ça. Et puis aussi utiliser la traduction et l'apprentissage des langues, donc s'ouvrir des horizons qu'elles ne s'autorisaient pas. Donc c'est quand même très positif. Et donc ce que je disais, c'est un dispositif qui a priori est voué à être développé. Et puis à Maya, moi j'ai eu aussi à accompagner un monsieur qui a été mis à la retraite de façon anticipée parce qu'il a eu des problèmes d'audition graves. Et donc il a été appareillé et donc il était complètement perdu en mer avec une tablette qui n'était pas forcément adaptée. Et petit à petit, alors ça n'a pas été facile parce qu'il était un peu effrayé parce que justement, il y a eu un des premiers cours où justement, je parlais de la saisie vocale. Et évidemment, la saisie vocale, étant donné qu'il avait des problèmes d'élocution puisqu'il n'entendait pas bien, ça ne marchait pas du tout. Donc, il était un peu refroidi. Je lui avais dit qu'il y avait d'autres choses, mais il a mis du temps à revenir. Il est revenu. Et en fait, il est devenu le photographe de la famille, l'archiviste, qui sait tellement bien arranger ses photos et faire des beaux albums. Et puis en plus, bien compris comment faire des belles photos avec son téléphone. Il est devenu vraiment le photographe qu'on appelle. Il sait faire des beaux
des belles tables en panoramique, là, c'est pas forcément facile, il faut aller relativement vite, sinon les gens bougent et ils ont bizarre. Et voilà, donc c'est des exemples que je trouve assez sympas. Et pour finir, si j'ai encore une petite minute, je voudrais parler de pourquoi j'ai été embauchée par cette collectivité. C'est parce que, avant, il s'est passé d'autres choses dans ma vie. Et une des choses qui avait fait tilt à ma responsable, c'était que justement, j'avais eu à enseigner des choses extrêmement diverses à des publics extrêmement différents. Et une des choses que j'avais racontées en entretien, c'était ce que je fais avec, ce que je fais plus, mais que j'aimerais bien refaire. Au moment où il y a eu le changement, je sais pas si vous avez fait attention à ça, je crois que c'était en 2018, 2017, les hôtels ont des étoiles et il y a eu un changement de référentiel en France qui a voulu se mettre en avance sur tout le monde. Et donc, c'est une espèce de permis à points avec plusieurs chapitres, notamment un chapitre qui s'appelle Accessibilité et développement durable, qui a fait trembler la terre dans les hôtels, et surtout les hôtels de luxe, parce qu'ils se sont dit « Ouh là là, est-ce que j'ai la place de faire passer un fauteuil roulant partout ?» sans lire, une fois de plus, ce qui était demandé. Ce qu'on demandait, c'était au contraire d'être capable d'accueillir tout type de personnes, tout type de handicap. Et donc, moi, ce que je leur disais comme argument de vente, si vous êtes capable d'accueillir tout type de personnes handicapées, vous serez capable, que ce sera vous qui qui serez capable d'accueillir le Polonais qui parle que chinois, parce que, justement, vous aurez tout compris. Et donc, vous allez augmenter votre capacité à inclure des gens dans votre staff, mais aussi à accueillir des gens parmi votre clientèle. J'ai fait des formations donc dans des hôtels autour du client mystère. Et alors que le client mystère, évidemment, il pensait à quelqu'un qui allait arriver en fauteuil. Il pensait aussi beaucoup aux aveugles, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Et finalement, c'était un sourd qui, en une seconde, on avait 15 personnes là autour, et en une seconde, il n'y a plus qu'une seule personne qui sait parfaitement se faire comprendre, et tous les autres sont parfaitement handicapés. Et c'est évidemment lui, le sourd non-signant. Enfin, c'est un sourd signant, mais en réalité, il était sympa, il nous le faisait de manière extrêmement accessible pour nous. Et c'était toujours très intéressant de voir tout ce qu'on a comme bagage culturel, surtout dans des formations sur les hôtels où ils ont une formation très compassée, où il faut pas trop monter les émotions, etc. Et tout d'un coup, il fallait au contraire surjouer pour que la personne puisse comprendre. C'est vraiment très intéressant et humainement très intéressant et très satisfaisant de voir comment tout le monde, en peu de temps, arrivait à comprendre. Et c'est grâce à ces situations de mise en situation de handicap d'une population valide que j'arrivais aussi à faire comprendre des choses très simples sur la gestion des déchets, l'écologie d'une manière générale, la gestion de l'eau, les gaspillages, pour accueillir une population du nord de l'Europe qui a pas du tout les mêmes standards et qui parfois se retrouve en situation de handicap face à une seule poubelle. Qu'est-ce que je fais de mes déchets quand vous avez appris à bien trier et vous avez dans la chambre une seule solution? Franchement, ça, c'est choquant. Enfin, ça met les gens dans des situations désagréables. Donc voilà.